Bienvenue dans Fort d'Histoire, le podcast d'Espace Fortifié des Hauts-de-France. Chaque épisode vous emmène à la découverte du patrimoine fortifié de cette belle région, ainsi que des personnes qui le font vivre. Dans cette deuxième saison, partons à la rencontre de membres d'associations engagées dans la valorisation de ce patrimoine en Hauts-de-France. Pour ce premier épisode, direction Le Quesnoy, ville fortifiée du département du Nord, où 3 membres du cercle historique quercitain nous ont ouvert leurs portes. Les questions ont été préparées et posées par les bénéficiaires du centre socio-culturel de la Lys, à Aire-sur-la-Lys dans le Pas-de-Calais. Bonne écoute. Donc Christian, 30 ans et secrétaire au cercle historique. Oh, l'espèce de jeune. Ouais. Ouais. Mais je suis plus le plus jeune de l'association, on a recruté un jeune récemment, donc ça va. Grégory, donc président du cercle historique, 52 ans. Jean-François Lefebvre, bientôt 75, vice-président du cercle historique. J'en suis membre depuis 1982. Rapidement, pour resituer un petit peu l'association du cercle historique quercitain, c'est une association qui est née en 1978, qui a été fondée par Bernard de Brabant, qui était professeur d'histoire au collège-lycée du Quesnoy, et qui a, avec ses élèves, commencé à faire le plan en fait, du Quesnoy, faire une reproduction de la ville en petite maquette, c'est ce qu'on voit derrière, comme les plans reliefs qui étaient faits au XVIIe siècle. À l'époque, il fallait des plans pour que Louis XIV puisse conquérir ces villes, donc on faisait des maquettes des plans. Celui du Quesnoy qui existait au XVIIe a été détruit et Bernard de Brabant a relancé un petit peu cette idée avec ce plan relief qui est là aujourd'hui. Et puis de fil en aiguille, l'idée ça a été de présenter d'autres moments de l'histoire du Quesnoy, notamment toute l'histoire des fortifications qui court du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle, par des dioramas ou des maquettes auxquels sont venus s'ajouter des documents, donc des documents d'époque ou des reproductions pour montrer cette évolution de la fortification. Donc ça, c'est l'histoire du cercle très rapide. Voilà. Bernard de Brabant, l'âge avançant, a souhaité laisser la main à des plus jeunes que nous sommes. Jean-François faisait déjà partie du cercle et de l'équipe administrative depuis quelque temps. Et l'année dernière, Bernard m'a confié la présidence du cercle. Christian est arrivé en tant que secrétaire et on a remis le cercle en route après notamment l'interruption du Covid. Comme toute association, on a souffert du Covid. Et on a relancé, donc le déménagement a eu lieu en 2023, le temps de tout mettre en place. On a ouvert au public, la première fois, c'était lors des journées des villes fortifiées. Donc, c'est tout récent. On n'a pas encore fini de travailler sur ce qu'on veut faire. Mais voilà... 45 ans du cercle en résumé. Est-ce que vous êtes tous originaires de cette ville ? Pour moi, quasiment oui, puisque je suis né à 4 km d'ici. J'ai quitté pendant quelques années pour ma vie professionnelle, mais je suis revenu au Quesnoy en 1982. Alors moi, je ne suis pas originaire du Quesnoy, je suis né à Valenciennes. Je suis au Quesnoy depuis 2007. Pas du tout de liens familiaux ni historiques avec le Quesnoy, sauf depuis maintenant 15 ans. Et donc je ne suis pas originaire du Quesnoy, mais ma famille l'est. Et je suis né et j'ai grandi à Maubeuge, qui est notre ville fortifiée, dans laquelle j'ai beaucoup joué étant petit. Et à l'âge adulte, je me suis dit que ce serait quand même dommage de ne pas vivre dans une autre ville fortifiée. Donc l'opportunité s'est présentée. Et je suis arrivé ici au Quesnoy il y a 5 ans. Mais j'ai passé beaucoup de mes vacances en étant enfant ici. J'y venais aussi quand j'étais étudiant, mais c'était pour perdre les filles dans les souterrains. D'accord, donc vous aimez dans ces lieux, pourquoi en fait il y a bien quelque chose qui vous plaît pour faire du bénévolat et faire ces belles maquettes que je vois dans cette pièce ? Pourquoi cet intérêt sur cette ville et ses fortifications moi, j'ai toujours aimé l'histoire depuis que je suis au collège, avec une prof d'histoire qui était assez géniale à l'époque. Et puis, j'y suis revenu quand j'ai emménagé au Quesnoy, parce que voilà, c'est un terrain de jeu formidable dès qu'on aime un peu l'histoire. Puis, de fil en aiguille, on s'intéresse à ces moments d'histoire, aux Néo-Zélandais, aux fortifications, à Vauban, etc. Et puis, on arrive un jour à se retrouver ici dans l'association et à transmettre. Je te rejoindrai sur un point, c'est un terrain de jeu formidable quand on aime l'histoire. Et comme je vous le disais, donc, je suis né dans une ville fortifiée qui est Maubeuge, mais avec des remparts beaucoup moins complets qu'ici. Et ça reste un terrain de jeu propice à toute l'imagination possible quand on est enfant.
Et je venais donc en vacances ici, et ce terrain de jeu s'était démultiplié par l'œuvre presque intacte de Vauban. Et en étant adulte, on m'a proposé cette opportunité que de rejoindre le cercle qui associait mon intérêt pour les remparts, mon intérêt pour l'histoire. Et effectivement, comme le disait Grégory, quand on commence à tirer la pelote de laine de l'histoire de la ville, on n'en finit plus de la dérouler. Il y a toujours plus à comprendre, plus à apprendre. La ville du Quesnoy, enfin en tout cas ses fortifications, ça n'est pas seulement un lieu d'érudition, hein, mais c'est aussi un lieu qu'il est intéressant de visiter d'un point de vue, je ne vais pas dire touristique, mais c'est un terrain de jeu. On fait des découvertes pratiquement chaque jour quand on s'y promène, hein, des aspects que l'on n'avait pas observés. Et puis, c'est aussi un contact avec la nature, hein, puisque la zone des fortifications a une végétation appropriée, hein, beaucoup d'arbres, d'espèces très diverses. Avec les étangs, vous avez toute une vie aquatique, hein, du point de vue de l'observation des oiseaux, l'observation des poissons, par exemple, hein. Donc oui, c'est un élément formidable pour les gens qui y habitent et qui veulent bien s'intéresser, regarder, observer. Il faut savoir que le Quesnoy, c'est la deuxième ville de France à avoir conservé la quasi-intégralité de ses remparts. La première, c'est Carcassonne, qui est hors norme. Les deuxièmes, c'est nous. Et on ne sait pas forcément beaucoup. Et on en est assez fiers. Voilà, notre petite ville de 5000 habitants à l'entrée de la Vénois, elle a quand même un patrimoine historique assez important. Comment vous percevez en fait les rapports qu'entretiennent les habitants avec leur fortification ? Je pense que une des forces du Quesnoy, c'est nos remparts. Ça fait partie de l'ADN de la ville. Elle serait totalement différente sans les remparts. Déjà, son aménagement routier serait totalement différent. Parce que la ville close, donc vraiment l'intérieur de la ville, a un plan de circulation qui est totalement différent d'une autre ville comme Valenciennes, qui a enlevé, qui a retiré ses remparts à la fin du 19e. Donc nous, il a fallu composer avec ces remparts. Et ça fait partie de l'identité. C'est-à-dire que chaque Quercitain, quand il se lève le matin pour aller travailler ou quand il ouvre sa fenêtre, voit forcément un bout de fortification ou un monument qui est lié. Ça fait partie de l'ADN d'un Quercitain. Qu'il soit né au Quesnoy ou, comme Christian et moi, des pièces rapportées, comme on dit, on a cet esprit, cette fortification en nous. Et c'est ce qu'on cherche aussi à transmettre, aussi à donner. Ils sont fiers de cette ville, parce que c'est ce qui en fait l'identité. Si le Quesnoy est connu à Valenciennes ou dans d'autres secteurs, y compris en Nouvelle-Zélande, c'est en partie avec ses fortifications. Sans elles, c'est une ville de la Vénois, une belle ville, hein, mais elle a une identité, un cachet qui est totalement différent et qui forcément se ressent sur les Quercitins. Et qui influe même sur l'esprit des habitants, parce que l'intramuros, donc la ville close à l'intérieur, ça fait un petit peu un village. Et les quartiers qui sont en périphérie n'ont pas forcément ce côté enfermé. Voilà. C'est un petit village avec des quartiers autour qui en font une ville moyenne, quoi. Le rapport que les habitants ont avec la fortification, je pense qu'il est propre aussi à chacun. Chacun il voit ce qu'il veut y voir. Nous, on y voit beaucoup d'histoire. Les jeunes, ils voient un terrain de jeu. Les plus âgés, un terrain de balade. Du point de vue mon engagement au cercle historique, je trouverais un petit peu dommage que beaucoup de Quercitins passent à côté de la richesse historique de la ville et du rempart, mais c'est aussi notre travail de le promouvoir et de le faire connaître. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses à connaître. Je vois sur cette table plusieurs même dioramas, c'est ça ? Ce sont des dioramas de la Seconde Guerre mondiale. Justement, cette terrible période, dans quelle mesure a-t-elle affecté les fortifications de votre ville ? Oui, les fortifications ont été jugées obsolètes ici dès avant la chute de l'Empire, du Second Empire.
si bien que la place du Quesnoy a été déclassée militairement en 1867. On considérait que ça n'avait plus d'intérêt et que ça ne pouvait plus, jouer un rôle majeur dans la défense de la frontière. Voilà. Et donc, les fortifications ont donc été remises à l'ordre, ont été modernisées, superficiellement, mais elles ont été modernisées, adaptées, et les fortifications ont encore joué un rôle. Elles ont joué un rôle donc en 1914-1918, puisque la ville a tenu ici pendant 3 semaines. C'était les Allemands qui l'occupaient. L'armée néo-zélandaise a fait un siège pendant à peu près 3 semaines. La ville a été bombardée et elle a donc résisté. Elle a résisté et finalement le but était rempli parce que autrefois dans la fortification on savait très bien qu'une place ne pouvait jamais servir, n'était pas inexpugnable. Tôt ou tard elle était prise. Et on considérait à peu près que si on pouvait tenir 3 semaines, c'était déjà pas mal. Tout ça permettait à une armée de plaine de venir en renfort pour débloquer la place. Et en 1940, curieusement, elle a aussi encore joué un rôle, bien qu'elle n'était plus prévue du tout pour ça. Elle a encore joué un rôle puisque les forces allemandes, la percée allemande, et ils ont fait aussi le siège du Quesnoy. Ouais, une place forte comme le Quesnoy qui effectivement était vue comme inintéressante pour l'armée parce que c'était des murs qui avaient été conçus pour résister à des boulets de canon, etc., etc. L'artillerie, forcément, de 40 était différente. Et face à un char d'assaut, on s'est dit que ça n'allait jamais tenir. Sauf que, en 40, lorsque les Allemands sont arrivés avec leurs chars, le régiment qui était en garnison à l'intérieur de la ville a, par exemple, bouché les portes d'entrée avec les arbres qui étaient le long des rues pour empêcher les chars d'avancer. Donc, nos murailles du 17e, remodelées au 19e, ont encore résisté aux chars d'assaut de 40. Voilà. Donc, c'est un petit peu aussi ce côté original, c'est qu'à chaque fois, l'œuvre de Vauban, faite de briques et de pierres du XVIIe siècle, résiste finalement à des armes du XXe siècle. Voilà. Donc, à chaque fois, on résiste, et ce qui a fait notre côté vie close qu'on conserve aujourd'hui. Et quelque part, heureusement, on n'a pas eu trop de destruction en termes de fortification. Bon, le beffroi, qui est le point culminant de la ville, à chaque conflit, il est démoli, mais les fortifications n'ont pas souffert, on va dire, ou trop souffert, de la libération 1918 ou des combats de 40. Voilà. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on en a quasi l'intégralité de cette ceinture, parce que les conflits n'ont pas trop attaqué les remparts. C'était justement ma prochaine question. Est-ce qu'il y a eu des réparations d'effectuer? Comme toute ville fortifiée, qui a aussi qui a un aspect historique et un aspect touristique, c'est indéniable. Si on veut garder cet esprit, il faut entretenir ses remparts. Donc forcément, après les conflits, on a réparé ce qui était réparable ou ce qui valait le coup d'être réparé. Bon, il y a des choses qui ont été abandonnées, mais voilà, par la force des choses. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, toutes les municipalités ont à cœur d'entretenir ces remparts, parce que c'est notre identité. C'est ce qui fait la fierté de la ville et c'est ce qui fait son côté hors norme, voilà, de cette petite ville de 5000 habitants. Donc les remparts sont tout le temps entretenus, non seulement au niveau des espaces verts, mais avec des temps de requalification, de rénovation qui sont longs, parce qu'on ne restaure pas un rempart du XVIIe siècle avec du béton d'aujourd'hui et des matériaux d'aujourd'hui. On fait appel à des artisans spécialisés qui utilisent les mêmes techniques que les artisans du 17e ou du 19e. Donc, il y a des normes à respecter pour garder ce cachet historique. J'ajouterais peut-être juste un point sur les réparations. Vous parliez des stigmates de la guerre. Actuellement, sur toute une partie quand même du bastion, là où notamment les Néo-Zélandais ont pris d'assaut le rempart pour libérer la ville durant la Première Guerre mondiale, on voit encore les traces des bombardements sur les murailles. Donc encore aujourd'hui, vous voyez les impacts des différents obus qui ont pu tomber sur la muraille. Combien de temps vous a pris à faire la maquette derrière ? Je pense que moi, je n'ai pas assisté à sa création. Je l'ai vu, posé dans une chambre dans la maison de Bernard quand il y travaillait.
Je crois qu'il a fait ça avec tout un groupe d'élèves qui étaient intéressés. Il y avait un club d'histoire au lycée du Quesnoy. Et ce sont les élèves qui en faisaient partie, qui l'ont aidé. Enfin, il a animé. Mais il faut bien dire quand même les choses. C'est lui l'auteur. C'est lui l'auteur. Les élèves n'ont fait que prêter la main, bien entendu. Mais d'un point de vue symbolique, c'était beau de voir un maître, un professeur et ses élèves. Et c'est une belle réussite. C'est une belle réussite. C'est tellement dommage qu'on ait perdu donc, le plan relief du XVIIIe siècle qui avait été pris par les Prussiens en 1870, emmené en Allemagne. Ça pouvait toujours servir les Allemands au cas où ils auraient de nouvelles offensives à faire. Et puis en 18, lors du traité de Versailles, on a tout à fait oublié de réclamer le retour des plans reliefs. Le nôtre était toujours à Berlin et en 1945, il a été détruit par la prise de Berlin lors des bombardements. Alors que d'autres villes du Nord-Pas-de-Calais ont conservé leur plan relief. Mais le nôtre a disparu de cette façon-là. Donc c'était ça qui était intéressant, c'est ce clin d'œil de Bernard de Brabant au plan historique du 17 et 18e. C'est une chance aussi, voilà, parce que ce plan relief montre vraiment l'agencement des fortifications, des murs, et comment Vauban a imaginé ce système pour refouler toute attaque. Et au niveau de la géométrie, alors qu'il n'y avait pas de calculateur, il n'y avait pas d'ordinateur, tout se faisait à la main et je dirais dans l'intelligence de l'homme, l'agencement est formidable. C'est la géométrie pure dans toute sa splendeur. Après, sur le temps effectivement de réalisation, comme le disait Jean-François, l'association est partie de ce plan, de ce première partie de plan. Il a commencé par l'ouest de la ville, chez lui, et puis c'est arrivé à avoir toute la reconstitution de la ville, donc en l'état de 1983, parce que le plan date de 1983. Le temps de réalisation, moi j'étais pas là. C'est des années. Juste pour vous dire, le plan, quand il a été transféré ici, n'a pas trop souffert, mais il avait 45 ans, donc on l'a restauré. Il est toujours en phase de restauration. Donc on fait nous-mêmes. Il y a déjà plus de 48 heures de travail, rien qu'en restauration, pour recoller certaines choses, remettre un petit peu d'herbe, enfin voilà, en restauration. Et c'est pas fini. Donc en restauration, à mon avis, on va arriver à 70, 80 heures. En réalisation, c'est incalculable. Voilà. Et il y a une vingtaine de maquettes autour de nous. Donc c'est un temps de patience, d'exactitude aussi. Parce que le plan relief, il est à l'échelle. Alors, il y a les deux cotations qui sont là. Mais il y a eu des photographies de chaque rue, de chaque maison, lorsqu'ils pouvaient rentrer chez les gens pour prendre un petit peu à quoi ressemblait la maison, et il a reporté ça sur son plan. C'est-à-dire qu'on a une photographie 3D avant même l'invention 3D aujourd'hui, de la ville du Quesnoy. Et le travail, il est absolument remarquable, voilà, dans l'esprit des cartographes du XVIIe et XVIIIe. Nous avons demandé aux membres du cercle historique quercitain de résumer leur travail en 3 mots. Je dirais transmission. Découverte. La mise en valeur du patrimoine. Enfin, nous avons demandé aux bénéficiaires du centre socio-culturel de la Lys ce qu'ils ont pensé de cet échange. C'était bien, on a appris des choses. Et moi, j'ai bien aimé voir les maquettes et découvrir des choses sur cette ville. J'ai trouvé les 3 messieurs passionnants parce qu'ils sont passionnés et ils donnent envie de découvrir ce qu'ils ont eux-mêmes découvert. Moi, je trouvais ça très intéressant parce que je pensais pas qu'une ville fortifiée du XVIIe siècle, qui date aussi du Moyen-Âge, aurait pu être transformée totalement au fil des siècles et évoluer avec l'armement et les tactiques militaires. Oui, moi j'ai trouvé ça très enrichissant. Je connaissais pas trop, donc c'est vrai qu'on a des fortifications vers sur Lys, donc c'est aussi intéressant de voir comment ça se passe ailleurs, quoi. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, nous vous encourageons à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast, le commenter et le partager autour de vous. Pour plus d'informations sur le cercle historique quercitain, rendez-vous sur leur page Facebook. De notre côté,
Rendez-vous au prochain épisode dédié à l'association du château de Fressin. Les journées des espaces fortifiés ont lieu chaque année le dernier week-end d'avril dans toute la région Hauts-de-France et sont un moment privilégié pour découvrir ces lieux uniques et remplis d'histoire. Cet épisode a été financé par le département du Nord et l'association des espaces fortifiés, la région Hauts-de-France, les départements du Pas-de-Calais et de la Somme, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il a été réalisé avec la collaboration du Studio Flamboyance, du Centre socio-culturel de la Lys et de l'association du Cercle historique Quercitin.